Salut à tous. Je profite d'être un lève-tôt et d'avoir fini mon café pour faire une petite vidéo de réponse aux différents commentaires que j'ai eus sous ma vidéo par rapport à l'éducation textuelle en France à l'école. Alors, je le fais en vidéo parce que je sais pertinemment maintenant que la très grosse majorité du public ne lit pas les commentaires ou peu les commentaires, surtout quand il y en a beaucoup. Et dans ma vidéo précédente, je tiens à préciser un premier point. À aucun moment j'attaque le psycho, à aucun moment je sous-entends qu'il pourrait soutenir la pédocriminalité ou ce genre de choses. Bien au contraire. Je pense que Psycho, il l'a dit lui-même qu'il n'est pas objectif sur ce sujet-là, il est dans l'émotion, et à travers toutes ces vidéos, on sent bien qu'à aucun moment, il ne peut défendre, enfin il ne défend la pédocriminalité. Je n'ai pas de doute là-dessus, et je pense que sur ce côté-là, il est quand même assez clair. Maintenant, moi, ce que je pointais, c'est que à travers les publications récurrentes sur l'éducation à la sexualité, en pointant systématiquement toutes les dérives, sans forcément nuancer dans la publication ou dans les commentaires, y compris en vidéo, je pointais le fait que ça devient négatif. C'est-à-dire que ça devient contre-productif par rapport à la défense des mineurs. Voilà, c'est ma position, en fait, c'est tout. Donc encore une fois, je n'accuse pas Psycho de faire la promotion ou de soutenir la pédocriminalité, loin de là. Ceci étant dit, il y a quand même des précisions que je veux apporter, parce que si je demande à Psycho d'être plus précis, je dois l'être aussi. Et à travers les commentaires que j'ai pu lire sur Twitter ou sous ma vidéo, j'ai senti le besoin d'apporter des précisions. Parce que je pense que je n'ai pas été assez clair, en fait, je me suis certainement mal exprimé. Voilà. Je profite aussi de ce moment pour vous dire que cette semaine, ça sera la dernière vidéo de la semaine. J'ai une grosse semaine qui est bien chargée, donc je publierai plus de vidéos avant peut-être lundi, mardi prochain. Voilà. C'était ma parenthèse, bref. Donc, allons dans le vif du sujet. Sous ma vidéo, donc, je remercie Sandrine R des échanges que nous avons eus. Je comprends sa position, je comprends qu'elle sature sur le sujet. Elle dit qu'elle travaille aussi avec des enfants. Justement, je pense qu'on a une mauvaise compréhension. Alors, à un moment, on me dit, en partant du postulat que vous, à Sermandax, Foualier, etc., avez la vérité. Alors non, je l'ai dit dans ma vidéo de présentation de la chaîne, j'ai certainement pas la vérité. C'est mon avis personnel, je ne fais que donner mon avis sur ma chaîne, dans toutes les vidéos. J'essaye d'argumenter mon avis avec des sources, avec des études que je lis, avec voilà. Et je me fais mon avis de citoyen aussi de manière subjective. Là, je partageais une expérience que j'ai eue professionnelle. Et un autre commentaire a demandé aussi que j'aurais dû préciser la temporalité. Effectivement, je ne l'ai pas fait dans cette vidéo parce que je l'ai fait plusieurs fois dans d'autres. J'aurais dû le faire. Donc moi, j'ai été enseignant de 99 à 2014, précisément. J'ai démissionné en février 2014 et je me suis reconverti dans le spectacle à cette période. Même avant, en fait, j'ai commencé à travailler dans le spectacle avant, notamment les week-ends. En plus de mon boulot d'enseignant, et je travaillais au début, en tout cas, souvent bénévolement. Voilà. Donc ça, c'était pour la précision. Effectivement, je vous ai dit, ça fait presque 10 ans que j'ai démissionné, donc, puisque j'ai démissionné début 2014. J'ai toujours des contacts avec des amis et des collègues, des anciens collègues dans l'éducation nationale. Je veux bien que les choses aient potentiellement changé, notamment chez les nouveaux enseignants. En tout cas, sur ceux que je connais moi, il n'y a pas eu de gros changements par rapport à leur pratique. Le public a évolué forcément en disant il y a des changements, mais ils ne sont pas non plus fondamentaux par rapport à ce que j'ai vécu en 2014. Alors il n'y a pas eu le Covid, qui a changé, lui, par contre, beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'était quelques petites précisions. Donc non, je n'ai pas la vérité absolue. Hein. Moi, je fais partie des gens qui changent d'avis quand on amène suffisamment d'arguments sourcés. Et je le répète, ne m'amenez pas des liens de Sud Radio ou des trucs complotistes, je les lirai pas. Enfin, je vais les survoler et je vais les poubelliser tout de suite. Voilà. Donc, je vais venir directement sur YouTube parce que c'est là qu'il y a eu le gros de la discussion. Je sais pas si tu as regardé la vidéo, c'est justement parce que certains enseignants pratiquent
la pratique, la situation est inquiétante. Pas dans la majorité des cas, mais dans de rares cas, c'est déjà trop. Alors oui, il ne faut pas qu'il y ait de déviance, on est bien d'accord. Que ce soit de la part des enseignants ou de n'importe qui. Le problème, c'est que les quelques enseignants qui vont être borderline ou qui font appel à des intervenants qui disent pas ce qu'il faut, ils sont tellement minoritaires par rapport au nombre de viols de gamins qu'on a dans le pays. Je pense que pour l'instant, en tout cas, ce sont des effets de bord. Bonjour et bravo pour votre chaîne que j'ai découvert indirectement avec Psychodélique. Merci. Étant moi-même parent, j'interviens au soutien de la position de Psychodélique. Premièrement, je considère qu'effectivement, qu'afin de prendre position sur un tel sujet, discuter de certaines pratiques sexuelles et des enfants, en l'occurrence âgés de 10 ans ou moins, il faut être concerné, avoir fait l'expérience de ce que j'appellerais le domaine de compétences à propos de la parentalité et justifier d'avoir soi-même une responsabilité et d'être en mesure de subir les éventuelles conséquences de ce que l'on préconise. Alors, c'est ce que je disais, non, c'est pas nécessaire d'être parent, ce qu'il faut, c'est avoir une expérience avec les enfants. Une expérience professionnelle notamment. Les enfants ne sont pas les mêmes quand ils sont dans le cadre familial ou en dehors du cadre familial. C'est d'ailleurs le cas pour nous tous. On n'est pas pareil quand on est au travail que quand on est à la maison dans un cercle privé. On n'est pas pareil quand on parle en public, au micro, avec une assistance, avec une audience, pardon. On n'est pas pareil en fonction des situations de la vie. Les enfants font la même chose. Même des jeunes, ils comprennent assez rapidement le contexte. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis pas que ce sont des experts, mais ils commencent déjà, très jeunes, à cerner et à faire la part des choses entre le moment où il y a papa et maman ou de la famille proche et le moment où ils sont pas là. Et le moment où ils sont avec leurs amis. Donc, je continue à soutenir que oui, parler dans le vide des gens qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont aucune expérience de professionnelle pour travailler avec des enfants, bon, leur avis n'a pas un grand intérêt finalement, mais ne pas être parent n'est pas un prérequis. N'oubliez, c'est pas du tout la même chose. Avec vos enfants, vous avez un lien que nous n'avons pas en tant qu'enseignant ou qu'en tant que professionnel. Moi, en tant qu'enseignant, j'étais pas là pour aimer mes élèves. Je n'étais pas là pour leur faire des câlins. J'étais là pour les instruire et les éduquer dans des domaines, dans un cadre précis que me déterminait ma hiérarchie et le ministère. Donc, toute la gestion, tout le relationnel n'est pas du tout le même entre des professionnels et des parents. Et je précise à ce moment-là qu'un enseignant ne peut travailler qu'avec les parents. C'est pour ça que ça doit être une synergie entre les deux et que les deux doivent fonctionner ensemble pour le bien du gamin et être d'accord. Donc, si vous avez des problèmes avec vos enfants à l'école, prenez rendez-vous avec les enseignants et discutez-en avec eux. Et je suis quasiment sûr que la majorité des enseignants vous répondront gentiment. Parce qu'ils ont aussi à cœur de faire évoluer leurs élèves et que ça se passe bien. Moi, j'ai toujours dit à mes parents d'élèves que nous devons travailler main dans la main pour pouvoir encadrer leurs gamins. Je m'occupe d'une partie, ils s'occupent de la leur. Je ne rentrerai pas dans l'éducatif des parents, c'est pas mon rôle en tant qu'enseignant. Par contre, autant je donnais des explications sur la pédagogie que j'utilisais et les méthodes que j'utilisais dans ma classe. D'ailleurs, le premier mois passé de classe, à partir du second mois, pendant tout le mois, j'ouvrais ma classe aux parents, pour ceux qui le voulaient, qui pouvaient, venir assister à la classe pour voir comment on travaillait réellement dans la classe, pour voir les méthodes, pour voir comment se comportaient les gamins, etc. Et ça, je l'ai fait longtemps dans ma carrière, et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé de très positif, en fait, d'ouvrir la classe. Alors, avec un cadre, hein, bien sûr, les parents n'avaient pas le droit de faire n'importe quoi dedans, ni d'intervenir dans la classe. Donc, autant les enseignants vous répondront sur la pédagogie, autant la critiquer, il faut être un expert pour le coup, pour le faire. Voilà. Ensuite, je considère que ce genre de pratiques dont il est question relève de l'apprentissage d'expériences personnelles et intimes et qu'elles ne sont en aucun cas requises pour avoir une sexualité épanouie. Je suis d'accord avec ça et pas d'accord à la fois. Bien évidemment que tout ce qui relève de l'intime, y compris la sexualité, ça va s'apprendre sur le tas. Ça, on est bien d'accord. Maintenant, il y a un glissement, et qui était déjà le cas quand j'étais en poste, de l'accessibilité notamment du porno pour les enfants. Ensuite, ce qu'on dit dans l'éducation à la sexualité, je le répète, l'idée n'est pas de parler des pratiques, mais bien de faire de la prévention, d'expliquer les mécanismes, d'expliquer comment ça marche. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé notamment des ados au Japon
qui deviennent mères le plus tôt possible, quand on regarde la quantité de désinformation qu'il peut y avoir tout autour, quand on voit les questions des jeunes adultes au Japon parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation à la sexualité, ça fait peur. Je veux dire, ils savent pas en fait. On leur a pas appris que quand ils mettent la graine, il y a un bébé, quoi. Voilà. Donc, ça relève effectivement de l'intime sur les pratiques. Par contre, tout ce qui est informatif et tout ce qui est prévention, là, ça relève du collectif et l'éducation nationale doit le faire. Les derniers points, les propos dont il est question ont été tenus et défendus parce que, par de ce que j'en ai compris, une doctorante en médecine pour qui le devoir de réserve concernant les éventuelles conséquences, potentiels traumatismes psychologiques, aurait dû s'imposer ou à tout le moins être pris en compte. Si je considère qu'il s'agissait d'une maladresse, je reste néanmoins inquiet sur des considérations d'ordre idéologique, l'emporte sur le devoir de réserve d'une personne qui n'a, que je sache, en plus aucune expérience de la parentalité. Peut-être, mais elle est médecin. Elle est médecin, elle a une expérience, je ne sais pas quelle est sa spécialité en tant que médecine, j'avoue que j'ai suivi de très très loin l'histoire. Cela dit, venant d'un médecin, moi je vous l'ai dit, j'en ai un dans ma famille, la façon de s'exprimer avec les autres, elle est plutôt directe. Donc, je sais pas dans quel contexte ça a été dit. Encore une fois, moi, ça m'est arrivé dans ma pratique que des enfants posent la question sur ce genre de sujet-là. Alors, selon le contexte, selon la manière dont la question a été amenée, etc., et ça, c'est un regard de professionnel, on évalue au moment où ça se passe, soit je botte en touche, soit je vais amener une réponse en fonction de l'âge du gamin qui va être adaptée, bien évidemment, à son âge, et je vais certainement pas rentrer dans les détails. Juste une précision, le devoir de réserve, attention, c'est quelque chose de très précis. Cela ne concerne pas notamment les enseignants. Les enseignants n'ont pas de devoir de réserve, ils ont un devoir de discrétion, ce qui est différent. Le devoir de réserve concerne les métiers comme la police, comme la magistrature, comme l'armée, qui travaillent en fait dans la sécurité du pays, et qui ont une interdiction formelle de donner des informations sur le ministère ou sur leur contexte. Ils n'ont pas le droit, en fait, en gros, de critiquer leur hiérarchie. Je fais simple, hein, allez voir les textes. Mais le devoir de réserve, c'est quelque chose de très, 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 très précis. En tant qu'enseignant, on avait un devoir de discrétion, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que nous étions libres de critiquer notre hiérarchie sans dévoiler, je dirais, le fonctionnement interne. Voilà, mais le fonctionnement interne, il n'a rien de secret, hein. Le ministère décide des trucs, il envoie dans le bulletin officiel, il écrit les textes dans le bulletin officiel, nous en tant qu'enseignants on était censés les lire, le directeur de l'école était censé nous les amener, et ensuite on modifie nos pratiques pour être conformes aux injonctions. Voilà, en gros ça se passe comme ça, hein. Et si on le fait pas, pour peu qu'il y ait un parent qui se plaigne à l'inspection, l'inspecteur va venir et va nous passer une avoine ou nous expliquer qu'il faut le faire, tout simplement. Donc, le devoir de réserve, encore une fois, ne concerne pas les enseignants. Je vais en profiter aussi pour glisser un mot sur les intervenants. Donc, un enseignant est toujours responsable, quelle que soit l'activité, de ses élèves, déjà, et de ce qui est dit dans les séances. Quand les enseignants font appel à des intervenants, c'est parce qu'on considère qu'ils n'ont pas les compétences. Et c'est chacun qui décide. Dans ma pratique, pour les cycles 3, notamment pour les CM2, quand je faisais de l'éducation à la sexualité, je faisais appel à l'infirmière scolaire de secteur. Je lui demandais de venir pour diviser la classe en deux et qu'elle s'occupe des filles pendant que je m'occupais des garçons. Et je faisais ça, pas parce que j'avais pas les compétences, mais parce que je pensais que pour les gamines de 10-11 ans, elles seraient plus à l'aise pour poser leurs questions avec une infirmière scolaire qui est une femme qu'avec moi en tant qu'homme. Voilà, tout simplement, et que les garçons allaient être aussi plus à l'aise avec moi qu'avec l'infirmière. Donc je faisais ça pour qu'on puisse avoir un échange avec les élèves qui était plus naturel et qui ait moins la barrière, notamment du sexe. Moi, je suis aussi moins compétent pour parler de certaines choses spécifiques aux femmes. Même si j'ai des connaissances théoriques, je préfère que ce soit une femme qui le fasse. Voilà, c'est pour ça que je faisais appel à l'infirmière scolaire dans ce cadre-là. Il y a des écoles qui font appel effectivement à des intervenants, ce n'est pas systématiquement le cas, il y a beaucoup d'enseignants qui le font eux-mêmes, et comme je l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo. Le problème n'est pas l'éducation sexuelle, mais que l'éducation sexuelle devienne la porte d'entrée du wokistan. C'est ce que dénonce Psychodélique, qui s'inquiète de la diffusion des théories idéologiques dans les cours d'éducation à la sexualité. Selon lui, ces théories remettent en cause les valeurs et la place de la famille,
la différence des sexes et la liberté de conscience de par le côté obligatoire de la chose. Quand on voit les dérives qu'ont donné le radicalisme religieux, après, il faudrait que je grossisse un peu mon écran, j'y vois pas bien. Excusez-moi si on voit moins bien sur l'écran. Après les attentats, on peut rien se poser des questions. Alors, c'est compliqué. C'est très compliqué. En tant qu'enseignant, au bout de plusieurs années de pratique, je me suis aperçu d'une chose, c'est que globalement, nous n'avons, en tant qu'enseignants, qu'un impact extrêmement limité sur l'éducatif pur des enfants. On ne les a finalement que 6 heures par jour, 4 jours par semaine, ce qui n'est pas tant dans leur temps de vie global en réalité. La prédominance est clairement à la famille. Nous apportons, par contre, nous avons un impact en termes d'instruction et de connaissances, mais c'est surtout la répétition sur les années qui fait que nous avons un véritable impact. Sur le plan idéologique ou politique, déjà les enseignants sont tenus de ne pas faire de politique en France, c'est une interdiction formelle. Pas de prosélytisme religieux, pas de prosélytisme politique. C'est le cadre, nous sommes dans une république laïque. Les enseignants doivent être neutres sur ces sujets-là. Ensuite, bien évidemment, quelque part, quand nous parlons de vivre ensemble, quand on aborde des sujets comme le racisme, comme ou le progressisme, alors quand je dis progressisme, je ne parle pas des woke, je parle simplement du vivre ensemble et que ça se passe bien entre nous, quelles que soient les différences de chacun. Il y a forcément, derrière le discours, il y a toujours une couleur politique en fonction de qui c'est. Mais ça, c'est une subjectivité qui ne peut pas être supprimée. La majorité des enseignants essayent, en tout cas, d'être le plus objectif et le plus neutre possible. Maintenant, je suis d'accord par rapport aux excès. Je vais peut-être me faire taper dessus par une partie de la communauté LGBT, mais autant avec les LGB, ça fait... moi, dans ma vie, je n'ai jamais eu de soucis avec leur approche et avec eux. Jamais, bien au contraire. Ça s'est toujours très très bien passé avec les LGB. Avec les T, j'ai plus de mal depuis un moment, simplement parce qu'ils sont beaucoup trop prosélytes. Je rappelle... J'ai rien contre les individus, hein, chacun fait sa vie, c'est pas mon problème. Mais les trans représentent 0,01% de la population. Je pense que la théorie de genre ne doit pas être abordée, en tout cas brutalement, frontalement ou à l'initiative des adultes, en tout cas avant le collège. Ponctuellement, s'il y a un enfant qui est dans le cas d'une dysphorie de genre qui commence à apparaître, ou qu'il est dans le questionnement pour diverses raisons, on peut peut-être aborder le sujet avec beaucoup de distance et de pincettes. Mais je pense qu'il faut laisser les gamins aussi évoluer là-dessus. En tout cas, sur la théorie du genre, moi, je suis assez dubitatif d'attaquer ces sujets-là très jeunes, trop jeunes en fait. C'est beaucoup trop compliqué. Et la très grosse majorité des enfants, pour ne pas dire 99,99% des gamins, ne se posent même pas la question. Pour eux, le genre correspond au sexe et basta. Ce qui sera le cas d'ailleurs dans la vraie vie aussi, hein. Il faut arrêter de délirer là-dessus. Les stats officielles nous remontent 0,01% de la population ont des problèmes d'identité de genre. Les autres n'ont pas de problème. Donc effectivement, moi je suis dubitatif de rentrer ces théories-là à l'école primaire. Je pense que ça va être plus négatif que positif dans ce cas-là. Voilà. Maintenant, sur l'éducation à la sexualité, notamment par rapport à l'orientation sexuelle, là, on peut déjà trouver chez des enfants jeunes une orientation, et ensuite, je le répète, les enfants ont une sexualité. Arrêtez de le nier, en fait. Dès 2 à 3 ans, il est possible, c'est pas le cas de tous, mais il est possible qu'ils découvrent les endroits où ça fait du bien. Ensuite, je vais peut-être en choquer certains, mais oui, en CM2, je dis bien en CM2, donc avec des gamins de 10 ans, quand on parlait de l'éducation à la sexualité, et notamment de la reproduction, moi, dans mon discours, je leur expliquais le principe du consentement, le principe que avoir une relation avec quelqu'un, c'est un moment d'intimité privilégié avec la personne et que c'est un moment de plaisir. C'est pas un moment de domination, c'est pas un moment où tu fais le mariole, etc. Et je commençais déjà, même si la majorité de mes élèves n'avaient pas encore vu du porno, je leur disais, quand ça vous arrivera, prenez bien en compte que ce n'est qu'un film, ce n'est pas la réalité. Voilà comment j'abordais la chose avec eux. Donc oui, on parlait de la notion de plaisir, mais c'est pas le cœur du sujet.
Et arrêtez de me dire qu'il n'y a pas de plaisir dans le sexe. Hein. Arrêtez de faire les hypocrites, hein, que vous soyez, quelle que soit votre orientation idéologique ou politique. Si on pratique le cul, justement, c'est parce que ça fait du bien. C'est ce que je disais chez Lilith, la justice est clémente avec les ménophiles, car il y en a trop. Alors oui, il y en a trop, on est bien d'accord, et c'est justement ça, on veut combattre le truc. Et je trouve que la dernière loi qui a été passée, pour une fois qu'ils ont fait un truc de bien, la loi Dupond-Moretti qui a été passée, elle est très bien. Elle dit simplement que en dessous de 13 ans, il n'y a aucune discussion, aucune circonstance, aucun contexte, c'est viol aggravé. Automatiquement, il n'y a pas de consentement avec un adulte et un enfant de moins de 13 ans. Il n'y a pas de consentement possible, c'est viol aggravé, c'est 20 ans de réclusion criminelle, point barre. Ça, c'est la loi là qu'il a passée. Les députés ont voté un flou entre 13 et 15 ans pour les jeunes adultes, uniquement pour les jeunes qui ont entre 18 et 20 ans. Parce qu'ils considèrent que déjà, l'écart d'âge est assez faible et qu'il peut y avoir des couples qui se sont formés avant que l'un des deux devienne adulte et que donc, on va peut-être pas mettre 20 ans de réclusion criminelle à un gamin qui était avec une nana un peu jeune juste avant. Par contre, ça ne veut pas dire qu'entre 15 ans et 13 ans, c'est autorisé. Ça veut dire que les circonstances sont... Du moins, les sanctions sont plus faibles. C'est toujours interdit, mais ça va être jusqu'à 5 ans, si je me souviens bien, de séchoir, comme dirait notre ami Vous avez le droit. Et voilà. Donc ils ont prévu une petite marge de 2 ans entre 13 et 15 ans uniquement pour les écarts d'âge de faible écart, donc où le plus âgé a 18 à 20 ans. Au-delà, on retombe dans le viol aggravé, hein. Il n'y a plus de consentement possible, hein. Et puis à partir de 15 ans, c'est la majorité sexuelle en France, donc tous les individus qui ont 15 ans et plus peuvent coucher avec qui ils veulent. Voilà. Non, c'est pas du détournement de mineurs, c'est autre chose. Et c'est pas de la corruption de mineurs, c'est autre chose aussi. Voilà. Je vais pas en parler maintenant. Ton discours est très bizarre et confus, les enfants en bas âge n'ont aucune arme face à un prédateur, c'est vrai. La peur paralyse toute réflexion, surtout très jeune. Tu sous-entends que ce sont des enfants non instruits à la sexualité qui sont des victimes d'abus potentiels et qu'être instruit l'empêcherait. Je n'ai pas dit ça. Pire, tu sembles dire que ce sont les enfants non instruits qui sont attaqués, car repérer, ce n'est pas aussi simple. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'ignorance favorise énormément la possibilité de se faire avoir, y compris chez un adulte. Et je reprends la conclusion que j'ai donnée dans ma vidéo la dernière fois. C'est plus facile pour un banquier d'escroquer une personne âgée qui comprend rien qu'un économiste ou qu'un autre banquier. Tout simplement. Et c'est la même chose avec les enfants. C'est la même chose avec tous les domaines en réalité. Moi, je ne fais que porter le fait qu'il faut maximum instruire et que la connaissance n'est jamais un handicap. Jamais. Ça peut nous rendre un peu malheureux parce que du coup, on apprend beaucoup de choses et qu'on a du mal émotionnellement, mais ce n'est jamais un handicap. Je lis pas la suite, si ça vous intéresse, vous lirez la suite de son commentaire. Je suis désolé pour vous que ce soit mal passé à l'école. Cela dit, ce sont des cas qui restent assez exceptionnels, et dans l'école, on privilégie systématiquement le plus grand nombre, comme dans toute démocratie. Le principe, c'est qu'on s'adresse à la majorité, on essaye de limiter autant que possible les effets de bord et les effets négatifs, mais on ne va pas interdire des séances parce que potentiellement, il y a une personne qui va mal le vivre. On va essayer d'arrondir les angles. Je suis désolé si vous êtes tombé dans votre scolarité sur des mauvais profs, il y en a. Faut pas le nier. Il y a des profs qui sont mauvais, il y a des profs qui sont déviants. Ils se font sanctionner, il faut les choper, il faut les punir. Ça existe, mais c'est très loin d'être la majorité des cas. Moi, je ne dis pas que l'instruction et que l'éducation à la sexualité, ça va éviter les agresseurs d'agresser leurs victimes. Je dis juste que ça va limiter, que ça va en réduire, et que si jamais un enfant se trouve dans cette situation-là, il saura au moins que ce n'est pas bien ce qui est en train de se passer, et il pourra aller se plaindre, et on pourra déclencher justement la justice. Encore une fois, j'ai dû le faire dans ma carrière. Voilà. Donc, sur ces sujets-là, effectivement, ce sont des sujets qui sont complexes, il n'y a pas de réponse simple, il n'y a pas de vérité. Par contre, on a maintenant du recul sur beaucoup de choses, et on sait que si on enseigne la tolérance très jeune, si on accepte très jeune la différence, eh ben pour des adultes, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Pour notre société, en tant qu'adulte, ce sera plus facile. Après, il ne faut pas tout mélanger, je suis d'accord. Il y a des limites à ne pas dépasser, même avec des enfants très jeunes. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Je ne suis pas favorable à ce qu'on rentre des drag queens dans l'école, par exemple, très clairement.
ou alors dans un spectacle sur scène, pas dans la salle des fêtes, sur scène. C'est pas pareil, parce que dans le monde du spectacle, le fait de se déguiser, de porter des costumes de scène, c'est quelque chose d'extrêmement commun, et ça ne choque pas les enfants. Par contre, je suis d'accord que dans un spectacle scolaire, dans la salle polyvalente de l'école, voilà, il y a des choses qui n'ont effectivement rien à faire dans l'école publique, tout simplement. À certains âges, on peut le faire plus tard. Notamment, je l'ai dit déjà dans ma vidéo, je ne suis pas favorable à la théorie des genres sur des enfants jeunes, au moins jusqu'à l'adolescence. Voilà. Pour le reste, je pense qu'il faut le faire. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet. Bye bye.